Good day, Africa and the world. You're welcome to the midday bilingual newscast over 4U television. To kick off this newscast, the first segment is going to be in the French language with you, Bala. Bon après-midi. Good day to you, Dix Nabissi. Salut à vous, chers téléspectateurs de 4U Télévision. Vous regardez le journal bilingue sur 4U Télévision. Et en langue française, nous débutons donc du côté de la Guinée équatoriale et nous parlons de la présidentielle. Le compte à rebours est donc lancé pour les élections et ce depuis le 14 octobre 2022. Et bien que désormais à un mois de l'échéance, les deux candidats s'affronteront que donc le téméraire Teodoro Obiang Nguema Mbasogo sont donc désormais connus. Il s'agit notamment d'Andrés Essono Ondo et de Monsou Assoumou. L'un est à sa troisième tentative et l'autre à sa toute première. Prenons plus de précisions dans ce reportage signé Kouchou. La Commission électorale nationale équato-guinéenne a clos vendredi dernier la période des candidatures pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales prévues le même jour et proclamé officiellement les candidats retenus selon la télévision d'État, TVR. Ils seront deux candidats face au président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo le 20 novembre prochain, date prévue des élections. Deux candidats a tenté d'empêcher le président Obiang Nguema de briguer un sixième mandat après 43 ans à la tête du pays. Le premier, Andrés Essono Ondo, candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit. Ce dernier se présente pour la première fois aux élections présidentielles. Tout à côté, le deuxième candidat est un nom beaucoup plus connu à cet exercice, Monsou Assoumou, issu de la coalition social-démocrate PCSD, jusqu'alors allié au PDG dans les scrutins législatifs et municipaux. Le PDGE est le parti au pouvoir qui détient 99 des 100 sièges à l'Assemblée nationale sortante et la totalité des 55 sièges du Sénat. Monsou Assoumou, bien que 3 fois candidat, est donc considéré par l'opposition comme étant un faire-valoir du chef de l'État, n'ayant récolté durant ses candidatures de 2002, 2009 et 2016 des miettes de voix en sa faveur. À 80 ans, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo part donc favori de ces élections présidentielles, lui qui déjà en 2016 avait été réélu avec plus de 93,7% des suffrages. La révolution sankariste est-elle en marche avec Ibrahim Traoré? Vous vous en doutez bien, nous sommes bien du côté du Burkina Faso. Nous parlons de la transition. Eh bien, en renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le capitaine Ibrahim Traoré, porté à la tête de la transition à l'issue justement des assises nationales, serait sur la voie de la révolution amorcée il y a donc 35 ans par l'ancien président Thomas Sankara. Son arrivée à la tête du Burkina Faso a suscité d'énormes espoirs au sein de l'opinion publique burkinabé qui n'hésite pas à donc comparer le capitaine Ibrahim Traoré au père de la révolution burkinabé sur des traits de ressemblance. Et bien donc sur des traits de ressemblance, doit-on penser que la révolution sankariste est en marche avec Ibrahim Traoré? Tentative de réponse avec vous, Nguéné. En quelques jours, il a conquis les cœurs et même les plus sceptiques se sont montrés réceptifs. En renversant le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba le 30 septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré ne s'imaginait pas en si peu de temps porter une révolution aujourd'hui qualifiée de révolution sankariste à tout point de ressemblance. Le capitaine Ibi, comme on l'appelle affectueusement pour sa première sortie officielle en tant que chef d'État, a rendu visite à un autre capitaine venu également au pouvoir à 34 ans comme lui, après un coup d'État militaire comme lui, mais mort un jeudi noir du 15 octobre 1987. Au mémorial érigé en l'honneur de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé et héros de la jeunesse africaine puisqu'il s'agit de lui, le président sur la terre de leurs ancêtres sans complexe aucun, les burkinabés en particulier et les Africains en général, portent plus que jamais cette révolution, l'héritage même de Thomas Sankara. Lui, à la simple évocation des termes « la patrie ou la mort », était certain que quelque part, un peuple fort de son histoire et de son idéologie, de quelque nature qu'il soit, était prêt à vaincre. Eh bien, nous sortons de ce pays intègre pour ancrer dans un tout autre pays. Nous sommes au Mali. Au Mali, dont 2 casques bleus de la MINUSMA ont été tués et 4 autres ont été blessés. C'était le lundi 14 octobre 2022 par un agent
explosifs improvisés à Tézalé, dans la région de Kidal, dans le nord du pays. L'annonce a été faite dans un tweet par la mission onusienne, tout en soulignant que leur véhicule avait donc percuté un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de recherche et de détection de mines de Tézalé. Eh bien, nous ne partons pas de ce pays intègre, nous restons toujours au Mali et nous invoquons cette fois le Conseil de sécurité qui sera donc en conclave aujourd'hui mardi. Au menu donc analyse de la situation au Mali. Eh bien, cette réunion qui se tient donc aujourd'hui n'a cependant rien à voir avec la session d'urgence sollicitée par le Mali par lettre en date du 15 août 2022 et relative à la plainte du soutien de la France au groupe terroriste présent dans le septentrion malien. Les détails sont contenus dans ce reportage. Au centre des échanges, l'analyse de la situation au Mali. La réunion qui se tient mardi devra informer les membres du Conseil de sécurité sur l'évolution de la situation depuis la précédente rencontre tenue en juin dernier. Le rapport couvre la période de juin à septembre 2022. Au cours de cette réunion, le document qui sera soumis aux membres du Conseil a été élaboré conformément aux dispositions de la résolution relative au mandat de la MINUSMA. Bien plus, le rapport est articulé autour de points relatifs aux événements politiques marquant à la situation sécuritaire, aux droits de l'homme, à côté de la situation humanitaire, à la situation économique et aux défis opérationnels de la mission. À cet effet, le Mali, à travers le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, participera à cette séance publique du Conseil. Et justement, il devra donc partager avec les membres du Conseil les observations du gouvernement malien sur le rapport et de soumettre les attentes des populations. Précisons que cette réunion se tient tous les 3 mois selon un format précis qui prévoit la prévention du rapport par le secrétariat des Nations Unies, suivi dans certains cas de l'intervention d'un représentant de la société civile, ensuite les discours des membres du Conseil de sécurité. Notons que la réunion qui se tiendra donc demain n'a rien à voir avec la session d'urgence demandée par le Mali par lettre en date du 15 août 2022 relative à la plainte contre la France. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité consacrée au Mali, en juin 2022, le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali avait été prorogé d'1 an par 13 voix pour et 2 abstentions. Cette réunion avait été le théâtre de fortes divergences entre les membres du Conseil sur la nature de la mission onusienne dans le Mali. Et puis donc au Cameroun, le maire de la ville de Douala a rencontré les forces vives du canton Akwa Bonam Bella. Et bien c'était le samedi 15 octobre 2022. C'était dans le cadre de la fin de la visite de travail entamée dans le canton de Douala il y a seulement quelques jours. Objectif, dire donc comment la ville est gérée, prendre le pouls des populations et ceci dans un contexte empreinte de symboles. Le docteur Roger Mbassadine, natif et originaire du canton. Les détails avec vous, Fon Noira. Une cérémonie à l'honneur d'un hôte de marque, c'est avec ferveur que la grande communauté Bonambela du canton Akwa a accueilli le maire de la ville de Douala lors de sa visite de travail dans ce canton, dernière étape, le samedi 15 octobre 2022, à l'esplanade de la salle des fêtes d'Akwa. Le docteur Roger Mbassadine est venu rendre compte de la gestion communautaire comme il l'a fait partout où il est passé, mais aussi présenter les projets de la ville et prendre le pouls de ce canton dont il est natif et originaire. Les doléances de Bonambela ressemblent en grande partie à celles que nous avons écoutées tout au long de cette tournée. Nous sommes aujourd'hui à la fin de la tournée dans les cantons traditionnels de Douala, les 6 cantons. Et comme je l'ai dit, la tournée se poursuivra dans les communautés. Mais pour les 6 cantons, je dirais que l'une des doléances majeures, c'est concerne les infrastructures, notamment les routes. Les doléances concernent la mobilité. Les doléances concernent également l'hygiène et la salubrité. Évidemment l'emploi.
l'emploi et l'encadrement de la femme. Nous avons pris bonne note de toutes ces doléances. Nous allons nous atteler pour voir comment les résoudre. Une visite qui a satisfait les filles et fils Bonambela Akwa, conduits par leur guide, Sa Majesté Dr Louis Dindika Akwa III, chef supérieur du canton Akwa, roi des Bonambela, pour la marque de reconnaissance envers leur peuple. C'est un honneur pour nous déjà de recevoir le maire de la ville aujourd'hui à Bonambela. Un honneur et une satisfaction parce que c'est un digne fils Akwa, pour ceux qui ne le savaient pas. Et il a fait le choix de clôturer les visites qu'il a entamées dans les différents cantons chez nous Akwa. Donc c'est un... Vous comprendrez notre satisfaction et nous le remercions pour cela. Nous le remercions d'autant plus que c'est la première fois qu'une autorité de ce niveau, je veux parler du maire de la ville, vient rencontrer les populations pour écouter ce qu'on peut considérer comme étant, je dirais, leurs attentes. Quant à cette activité sur la tournée cantonale engagée par la ville de Douala, elle fait objet d'un résultat satisfaisant selon le premier magistrat municipal de la ville et surtout que c'est une première. La tournée que nous venons de faire nous a procuré beaucoup de satisfaction. C'est la première fois qu'un dirigeant de la ville, qu'il soit maire ou délégué de gouvernement, va vers les populations, vers les cantons pour dialoguer. Et donc nous sommes venus dialoguer. Nous avons entendu ce qui ne va pas. Et je crois que nous nous inscrivons ainsi dans la mouvance de ce que le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, nous a demandé de faire. Et résoudre les problèmes concrets des populations à la base. Toutefois, le maire de la ville de Douala a souligné que les problèmes ne vont pas se résoudre par un coup de baguette magique. La contribution des populations et la communauté est attendue. Cette initiative est d'ailleurs appelée à se poursuivre dans les autres communautés de Douala. Digne fils du canton Akwa et autorité municipale de la ville, une pagaie symbole de guide pour mieux conduire la barque Douala lui a été donnée par les autorités traditionnelles. Nous sommes à sport à présent et bien que donc le Français Karim Benzema a décroché le lundi 17 octobre 2022 le ballon d'or de meilleur joueur pour couronner sa saison parfaite avec le Real de Madrid. Il a donc reçu le trophée des mains de Zinedine Zidane lors de cette cérémonie organisée donc au théâtre du Châtelet de Paris. Il succède ainsi à Lionel Messi, vainqueur l'an dernier de son 7e trophée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin en langue française. La suite, ne la manquez pas, c'est en langue anglaise avec vous, Jix Nabissé. Good day to you. Bon après-midi, good day once more, ladies and gentlemen. To debut the second segment of this news, we are taking you to Ivory Coast to talk about the 46 Ivorian soldiers, where Abidjan, the Ivorian capital, vibrated on Monday, October 17, 2022, to the rhythm of the first anniversary of the political group of former President Laurent Gbagbo, the party of the African people of Côte d'Ivoire. During the anniversary, the former president made his first comment on the detention of the 46 Ivorian soldiers detained in Mali. The rest of the story is with you, Futso. During a conference marking the occasion, the 77-year-old made a first official comment on the detention of 46 Ivorian soldiers in Mali. They were arrested upon arrival in Bamako on July 10th and were accused of being mercenaries. President Assimi Goïta should be asked to think about his brotherhood of arms with those who are in prison there. The leader of the PPACE party called on the Togolese president who mediate the crisis to redouble his effort to help solve the diplomatic role. During the conference, eyes were also set on domestic politics and the 2025 presidential race.
If Gbagbo has not officially announced his bid for the executive secretary, it's an obvious fact. According to Damanan Piquets, member of the PPAC, President Laurent Gbagbo is their natural candidate for the 2025 elections. Concerning the 2025 elections, President Laurent Gbagbo is a natural candidate. President Alassane Ouattara has led the country since 2010. In addition to Gbagbo's party, other Ivorian opposition parties include the PDCE by former leader Henry Konan Bédié and the MDC by the former First Lady Simone Gbagbo. Let's now take you to the West African country of Mali, where 2 United Nations peacekeepers were killed and 4 seriously injured when a vehicle hit an improvised explosive device in the northern Mali on Monday, the UN peacekeeping mission MINUSMA said on Twitter. Islamic militants, some with the links to Al-Qaeda and Islamic State, have been waging an insurgency in northern Mali for the last decade. The peacekeepers were on a mine search and detection patrol in the northern commune of Tessalit in Kidal region when they were hit, said the peacekeeping mission. Ladies and gentlemen, we now take you to Ethiopia, where the chairperson of the African Union, Musa Faki Mahamat, in a statement over the weekend called for an immediate unconditional ceasefire in Ethiopia's Tigray region for the authorities in the Horn of Africa to agree to direct peace talks. Take a listen to the rest of the story. The chair of the African Union, Musa Faki Mahamat, in a statement on Sunday, called for an immediate unconditional ceasefire in Ethiopia's Tigray region and urged parties in the 2-year-old conflict to agree to direct peace talks. This call came after an aid worker was among 3 people killed during an airstrike in the town of Shire in Ethiopia's northern Tigray region, the International Rescue Committee said on Saturday. The Ethiopian government and its allies have been fighting Tigrayan forces on and off since late 2020. According to latest reports, the violence has killed thousands of civilians and uprooted millions, with hundreds of thousands now facing possible famine. Both sides have blamed each other for starting the conflict, and AU-led peace talks proposed earlier this month were delayed due to logistical reasons. Tigray authorities said their forces would abide by an immediate truce. Efforts to bring about the cessation of hostilities underscore the gravity of the humanitarian catastrophe, they said in a statement. Ethiopian government spokesperson Legasu Telu, military spokesperson Colonel Getat Adani, Redwan Hussein, the national security advisor to Prime Minister Abiy Ahmed, and Abiy spokesperson Bilani Yusuf are yet to respond to this latest plea by the African Union. U.S. Development Agency USAID Chief Samantha Power on Sunday joined the call for a joint offensive by Ethiopian Federal Forces and Eritrean Defense Forces to stop. Ethiopians and the rest of the world can only hope that the authorities involved will heed to this call. Just to reiterate that the United Nations General Secretary General Antonio Guterres has equally backed the African Union in the call to end hostilities in the Ethiopian northern Tigrayan region. Let's now take you to the eastern part of the African continent, where the president of Uganda, Yoweri Museveni, in a televised address over the weekend, said the government was implementing an overnight curfew, closing places of worship as well as entertainment, and restricting government into and out of 2 districts affected by Ebola for a period of 21 days. Take a listen to the details of that story. Ugandan President Yoweri Museveni on Saturday said the government was implementing an overnight curfew, closing places of worship and entertainment, and restricting movement into and out of 2 districts affected by Ebola for a period of 21 days. These measures, aimed at curbing the spread of the disease, were introduced immediately in Mumbende and Kasanda district in central Uganda, the epicenter of the epidemic, the president said in a televised national address. According to the head of state, these are temporary measures
to control the spread of Ebola and cooperation with authorities is needed in order to bring the outbreak to an end in the shortest possible time. Let's reiterate that the World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus said last week a clinical trial of vaccines that could potentially combat the Sudan strain of Ebola was fostering the outbreak in Uganda could start within weeks. Museveni further said 19 people had died since the East African nation announced the outbreak of the deadly hemorrhagic fever on September 20. Let's now talk U.S. African relations, where the United States government on Monday imposed sanctions on 14 men, including 6 it said were part of a network that has engaged in weapons procurement, financial facilitation and recruitment of the Al-Shabaab militant group. The Treasury is focused on identifying and disrupting Al-Shabaab illicit networks operating in Eastern Africa. Brian Nelson, the Treasury Under-Secretary for Terrorism and Financial Intelligence, said in a statement. He continued that they would continue to take action against the weapons smuggling and fundraising activities of Al-Shabaab and other Al-Qaeda affiliates. The Treasury designated under executives under Order 13.224, which targets terrorist groups and their supporters across the world. To wrap up the second segment, we now talk sports, where Karim Benzema won the Ballon d'Or for the best players on Monday evening to crown his perfect 2021-2022 season with Real Madrid. Benzema bagged 44 goals and 15 assists in 46 appearances across all competitions for Madrid, arranging or averagely a goal contribution every 6 to 6.4 minutes as the club won the La Liga and yet another UEFA Champions League trophy. His form in the Champions League, according to reports, is what has made him a worthy winner of the Ballon d'Or this 2022. The 34-year-old scored 15 goals in the competition alone, and he becomes the first Frenchman to lift the Ballon d'Or since Zinedine Zidane in 1998. Segments of this news in the English language, and definitely that draws the curtains of these news, of course, with Minjix Nabise. Pour la version française, je suis Bala. Mesdames, Messieurs, restez en compagnie de nos programmes.